Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. Très heureux de vous retrouver pour cet autre épisode de Dans la cage. Pat, les vacances sont finies. Les vacances sont finies. Il faut repartir ça. On a déjà eu un bon gala, mais évidemment, les deux premiers galas, il y en a un troisième là, mercredi soir, là, mais c'est pas présenté sur les ondes de RDS, mais il reste que l'UFC commence l'année en force. Oui, effectivement. Puis je fais des farces aussi parce que bon, tu n'étais pas là la semaine passée. J'ai eu un releveur gaucher de luxe, là, Charles Jourdain. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos bons mots. Très belle entrevue avec Charles. Vous pouvez aller... Non, je sais que tu travailles très fort, puis tu as travaillé très fort samedi, tu l'as dit. Mais farce à part, Charles, merci beaucoup. Merci pour vos bons mots, comme je le disais. Cette entrevue-là est encore disponible sur nos plateformes, donc si ça vous intéresse, si vous avez manqué ça, gros entretien avec Charles Jourdain la semaine passée. Mais cette semaine, actualité oblige, beaucoup de choses qui se passent. Et pas très content de te retrouver là, pour amorcer 2021. Mais on est de retour vraiment à nos vieilles habitudes, ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire parler de ce qui s'est passé la semaine passée du côté de Fight Island. Gros gala pour commencer l'année en force. Quelle finale de Max Holloway contre Calvin Kattar. On va décortiquer tout ça et bien sûr mettre la table pour ce qui s'en vient cette semaine. Et une grosse partie de l'émission va être consacrée bien sûr à l'UFC 257. Mais Pat, revenons sur le combat de samedi passé, la finale. Honnêtement, si c'est pas la meilleure performance de la carrière de Max Holloway, on n'est pas loin. Là. Ça, puis le combat contre Ortega, là, c'est dans la même catégorie et c'est dans la catégorie élite. Ben, les statistiques se ressemblent énormément là, dans ces deux combats-là. C'est sûr que face à Kattar, il a augmenté les statistiques beaucoup plus impressionnantes lorsqu'il s'est battu contre Brian Ortega. Je veux rien enlever à Kattar, sauf que je veux dire, c'était pas le même calibre quand même. Si Kattar est très, très fort, Brian Ortega... Évidemment, c'est vrai que dans ce temps-là, il n'y avait pas un très bon combat debout, Ortega. C'est beaucoup amélioré. On a vu qu'il est parti après ce combat-là pendant un an quasiment s'améliorer. À son retour, il a montré qu'il y avait une boxe vraiment améliorée, là, vraiment très, très bonne. Écoute, en bon québécois, c'est une volée, là, on va se le dire. Là, oui, les deux ont gagné le combat de la soirée, mais je veux dire, Kattar était là parce qu'il y a une capacité incroyable d'encaisser. Là. Ça n'a aucun bon sens. Le volume qui a été lancé de coups de la part de Max Holloway et à la fin, même pas fatigué en plus. Il a une condition incroyable, une condition physique incroyable. Kattar, on doit lever notre chapeau pour sa résistance, mais je dois mettre ce chapeau-là aux poubelles à l'arbitre et à ses hommes de coin. À mon avis, il aurait dû arrêter le combat au 3e ou au 4e maximum. Ouais, 4e, c'est passé très près au 4e. Je sais que vous en avez parlé en plus durant le combat, là, durant la télédiffusion, toi et Jean-Paul. Vous en reveniez pas un peu les deux. Je sais que, peut-être que tu peux élaborer là-dessus parce que tu disais durant le combat samedi que c'est difficile. C'est vraiment pas dans la culture là, des arts martiaux mixtes ou des sports de combat en général de lancer la serviette, mais tu penses que ça devrait l'être un petit peu plus? Je pense que l'arbitre aurait peut-être eu besoin de s'imposer un peu plus. Il aurait dû prendre la décision, lui, que c'en était assez rendu au 4e round. Parce que c'est pas comme si les 3 premiers avaient été serrés. Là. Il y avait 2 des 3 premiers rounds qui avaient fini 18. Donc, tu sais, c'est une rince du début à la fin. Ce qui fait que, tu sais, en 4e round, lorsqu'il se fait déborder, il faut que tu sois conscient de ce qui s'est passé dans les 3 premiers aussi, que c'est pas serré que c'est juste une mauvaise soirée pour Kattar ou bien non que Holloway est trop fort. C'est un des deux, mais il faut que tu es là pour te protéger le combattant. Puis on en parlera après. Cette défaite-là peut avoir des effets nuisibles pour toujours, là, pour sa carrière. Il reste que on parle de jeter la serviette dans le coin. C'est une décision extrêmement délicate. C'est très dur pour un homme de coin de prendre cette décision-là parce qu'il faut qu'il vive avec cette décision-là face à son combattant, face à son athlète.
il n'y a pas un combattant qui va dire « jette la serviette ». C'est très rare, j'ai rarement vu ça. C'est souvent, il n'y a pas un combattant qui veut abandonner. Là, pour la protection de son athlète, pour la protection de son combattant, est-ce que la coin aurait peut-être dû dire « OK, c'est assez, 5e round, on n'y retourne pas ». Peut-être, mais ça, c'est des affaires qui sont discutées avant aussi. Hein. Puis, dans les entraînements, des choses comme ça, puis à un moment donné, ça vient sur le sujet, dire « Hey, mettons, ça va pas bien, là, toi, tu veux qu'on lance la serviette? » Tu sais, ça peut avoir été discuté des semaines d'avance, des années d'avant aussi. Mais il faut que l'homme de coin et le combattant se connaissent assez pour aller dans la même direction. Puis, tu sais, si l'homme de coin lance la serviette puis le combattant ne veut pas, ça peut faire un fret, puis l'équipe peut exploser, même si l'homme de coin fait ça pour des bonnes raisons. Ben, c'est pour ça que je dis que c'est très délicat et jusqu'à un certain point, c'est à l'arbitre à faire un travail exemplaire. C'est pas facile d'être arbitre en arts martiaux mixtes, tu n'as jamais raison. Là. Soit que tu as fait ta job ou tu l'as mal fait. C'est un des deux. Tu peux pas dire « Oh, l'arbitre, c'est parfait ce qu'il a fait. » Il est tout le temps perdant dans ce qu'il fait. Il reste que dans cette situation-là, j'aurais aimé que Herb Dean mette fin au combat au 4e round parce que c'était pas serré du tout depuis le début. Alors, on parle de statistiques, on va les donner, là, Pat. Max Holloway qui l'a facilement emporté contre Calvin Kattar. 50-43, 50-43 et 50-42. Là, on parle qu'il n'y a eu aucune amenée au sol, là, ça a été debout. Et là, on dit, puis je pense qu'on est tous d'accord avec ça, il y a 2 juges qui ont donné 2 rounds de 18 et le 3e a donné 3 rounds de 18. Donc, des pointages comme ça, on ne voit pas ça souvent, mais ça représente bien comment le combat s'est passé parce qu'au niveau des coups totaux, Max Holloway a dominé 447 à 134. Vous avez bien entendu. 447 à 134. Et au niveau des coups significatifs, et là, des fois, la ligne est mince entre un coup et un coup significatif, mais sur ces 447 coups totaux, il y en a eu 274 significatifs pour Holloway, contre 99 pour Calvin Kattar. Donc, on parle vraiment là, d'une domination pure et simple. Ouais. Il a dépassé, on parlait du combat contre Ortega, c'était 307 coups totaux contre Ortega, donc on a facilement dépassé ça. Il y a eu un round de plus, mais au niveau des coups significatifs, juste un petit peu en dessous, il y en avait eu 290 contre Ortega en 4 rounds. Mais c'est vraiment deux combats qui se ressemblent, puis c'est la recette de Max Holloway. Là. Puis on se demandait, dans ses derniers combats contre Volkanovski, est-ce que Holloway était peut-être, est-ce que l'usure avait fait son œuvre? Est-ce qu'il était le même? Il s'était fait dominer là, au niveau des coups contre Volkanovski. Volkanovski lui avait haché les jambes, qui empêchait vraiment Holloway d'avancer. Et donc, il y avait quelques points d'interrogation, là, mais je pense qu'il n'y en a plus là, après cette victoire-là là, de points d'interrogation concernant Max Holloway. Et là, on s'entend, Ben, là, c'était pas un qui est classé premier face à un qui n'est pas classé. Là. Ils suivent de 5 positions dans le classement, puis on dirait qu'ils ont un monde de différence entre les deux. On veut démontrer le gap entre les deux. Là. Kattar était 6e, Holloway était premier, classé aspirant numéro 1. Ils suivent, ils sont pas loin dans les classements, là, mais ils n'ont même pas de l'air dans la même ligue. Ça a été une volée du début à la fin. Puis, pour des raisons de confiance aussi pour Calvin Kattar, parce qu'il s'est fait dominer dans sa force. Il s'est fait dominer où ce que lui domine ses adversaires à la boxe d'habitude. Et là, il était incapable de faire quoi que ce soit. Il n'a jamais été capable de rien faire. Rien dans ce combat-là, à part d'encaisser des coups qu'il a réussi à faire Calvin Kattar. Là, dans sa tête, là, c'est un coup de massue au niveau du combat debout, au niveau de ses forces, de l'estime, au niveau de sa spécialité, exactement. Et là, lui, il se retourne chez eux, là, et lui, là, il dit, OK, moi, je vais être champion du monde, là, mais, hey, je suis loin, là. Je suis loin d'être de calibre avec, même pas le champion, avec l'aspirant numéro 1. Oui, il a été champion pendant très, très longtemps, mais je suis même pas proche d'être de calibre ou de pouvoir danser avec lui qui est aspirant numéro 1. Je suis à des 1000 et des 1000 très loin en arrière. Imagine comment tu te retournes au gym après puis tu te dis, OK, il me semble que ma boxe est bonne, j'ai battu tout le monde, j'ai knocké Jeremy Stephens, j'ai knocké Ricardo Lamas. Je dis, elle est solide ma boxe, mais elle n'est pas assez pour rivaliser avec les meilleurs au monde. Et en plus, c'est pour ça que je dis que peut-être au 4e round, ça aurait dû être arrêté parce qu'il a reçu des coups inutiles, à mon avis, au 5e round. Le 5e round n'était pas nécessaire là, pour savoir qu'il n'était pas dedans dans ce combat-là.
Non, puis il était rendu trop tard. Tu sais, t'as beau, pendant 2 rounds, 3 rounds à la limite, tu peux toujours espérer un lucky punch ou un. Mais tu sais, après, ça te fait marteler comme ça pendant 4 rounds, là. En sachant que Max Holloway n'est jamais allé au tapis dans sa carrière, même s'il a mangé beaucoup de coups. Donc, Max Holloway, son menton n'a pas été testé du tout là, dans ce combat-là, mais historiquement, il en a un très bon. Je pense que rendu au 4e, encore moins au 5e, tu peux te dire, je pense que le lucky punch ou un gros coup de poing qui peut changer l'allure du combat, les chances que ça arrive sont minces. Donc, tu vois est-ce que je préfère que mon. Tu vois aussi comment que Max Holloway était tellement confiant, parle aux hommes de coin, parle aux commentateurs, les mains basses. Son mot Ahmed Ali un petit peu. Là. Exact. Mais c'est pour ça qu'on aime Max Holloway aussi, parce qu'il était largement en avance dans le combat, mais il pointe encore, hey, let's go, on reste ici, puis on fait un spectacle jusqu'à la fin. Il n'était pas obligé, il aurait pu se sauver, non, jusqu'à la guerre, jusqu'à la fin. Puis tu sais, des fois, on va critiquer les combattants qui vont à la limite. Max Holloway, il va souvent à la limite. Mais des combats de même, on va en prendre à tous les fois. À toutes les main events, on va y prendre des 50 comme ça parce que c'est de l'action de bout à bout. Puis à la fin, il est tellement pas fatigué qu'il dit qu'il peut remplacer quelqu'un la semaine prochaine à 155 livres. C'est vraiment spécial, Max Holloway, son style de combat. Un gars même pas 30 ans en plus. Un gars 29 ans. Fait que, il y a encore de la place à amélioration. Là, maintenant, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer entre Volkanovski et Brian Ortega qui vont se battre à fin mars. Mais évidemment, il va attendre son tour. C'est lui qui est le next, comme on dit, là, pour un autre combat de championnat du monde. C'est ça, c'est un peu ça le problème, en tout cas pour Max. Problème, entre guillemets. C'est un beau problème à avoir, là, d'être carrément l'aspirant numéro 1. Aucun doute là-dessus. C'est juste que l'UFC 260, Volkanovski-Ortega, c'est le 27 mars. Et là, on peut peut-être s'attendre, dépendamment de comment va le combat, on peut s'attendre un autre 6 mois là, après pour que la ceinture soit mise en jeu une fois de plus, que ce soit Ortega ou Volkanovski. Donc, ce combat-là, la chance de Max Holloway pour la ceinture n'arrivera peut-être pas avant la fin de 2021. Est-ce qu'il va être assez patient ou il va vouloir avoir un autre combat? Ça va être intéressant. La chose qui va arriver aussi, Ben, c'est que si c'est Volkanovski qui gagne, Volkanovski va s'asseoir puis il va négocier avec le UFC. Parce qu'il a déjà battu 2 fois Max Holloway. Peu importe là, ce que Max Holloway dit puis que le monde dise au niveau du deuxième combat que Max Holloway a gagné, sur papier, il a perdu. Donc, il est 0-2 face à Volkanovski. Volkanovski, lui, là, il s'assoit, il dit « OK, vous voulez qu'on fasse une trilogie? Moi, j'ai gagné. J'ai quoi à gagner là-dedans? Je l'ai déjà battu 2 fois. » Il va s'asseoir. Il peut s'asseoir pendant 1 an de temps si ça y tente, jusqu'à temps qu'il ait ce qu'il veut. Même s'il y a des contrats, il va toujours avoir une place à négocier, un petit extra pour aller se rebattre face à Max Holloway qui a déjà battu 2 fois. Fait que ça aussi, ça peut rentrer dans la ligne, dans la balance aussi, que le combat peut prendre quand même assez de temps avant que ça soit arrivé, mais il faut qu'il réussisse à battre Ortega en premier. Oui, effectivement. Donc, je le disais, ça, c'est à l'UFC 260 le 27 mars. Peut-être un mot en terminant sur ce combat-là, parce que c'est très intéressant. Là, de mémoire, c'est la 2e fois seulement dans l'histoire qu'il y avait un gala présenté à la télé publique aux États-Unis. CBS avait déjà présenté un gala, mais là, c'était le réseau ABC, là, le réseau, la station sœur, en fait, de ESPN et Disney. Je ne sais pas c'est quoi les codes d'écoute, mais coup de circuit pour l'UFC, d'avoir. Et pour Disney et pour ABC, d'avoir mis ça sur les ondes à heure de grande écoute un samedi après-midi. Avec un combat comme ça, on ne pouvait pas demander mieux. Ben, le gala comme tel, tout le gala, il y a eu juste des décisions dans les combats préliminaires, mais sur la carte principale, ça a quasiment été toutes des KO. Mais même les décisions en carte préliminaire étaient vraiment des très, très bons combats aussi. Ouais. Fait que oui, ça a été un gala parfait pour présenter ça à ABC et surtout devant 2000 spectateurs qui étaient sur place. Ouais. Ça faisait du bien d'entendre la foule réagir sous les coups, la foule réagir devant les annonces de Bruce Buffer, de l'entrée des combattants. Ça faisait du bien. Là. Ça faisait depuis le mois de mars l'année passée. Là, je pense que c'est 7 ou quelque chose, je me souviens plus trop, mais depuis le mois de mars l'année passée qu'il n'y avait pas eu de personne dans les estrades. Ça faisait du bien pour moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis je l'ai remarqué aussi. Puis même s'il y en avait juste 2000 personnes, c'est un amphithéâtre qui peut en accueillir 18 000. Puis les règles étaient respectées. La distanciation était respectée parce qu'on a accepté seulement 2000 spectateurs. Donc, ouais, puis effectivement. On les entendait pareil. On les entendait. Oui, on les entendait très bien. Puis la foule a scandé pour Max Holloway.
Tu l'as dit, rapidement, avec des bons combats, on a pu mettre la foule un peu dans l'émotion, dans l'atmosphère. Non, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ça faisait du bien de revoir quelques spectateurs. Parlons un peu, Pat, des autres combats, en fait, de la carte principale. Là, on va s'attarder surtout à cette carte-là. Qu'est-ce que tu as pensé de Carlos Condit contre Matt Brown? Moi, perso, j'avais aucune attente. Deux gars qui m'avaient un peu déçu, puis deux gars... Autant j'aime beaucoup Carlos Condit, et même Matt Brown, là, qui nous a donné vraiment des bonnes guerres dans sa carrière, autant moi, je suis prêt à tourner la page sur ces gars-là. Mais force est d'admettre qu'ils nous ont donné un bon show, puis n'ont pas paru comme des gars qui étaient finis. Là. Non, j'ai été agréablement surpris. C'est sûr que c'est des gars de mon temps, ça. Tu sais, je regarde ça, puis je me dis, c'est peut-être la dernière fois qu'on va les voir. Moi, c'est un combat de nostalgie. J'ai regardé ça, puis j'étais content de voir ces deux combattants-là, un en face de l'autre. C'est sûr, Condit avait gagné son dernier combat. Ça stoppait 5 défaites de suite, hein, quand même, on va se le dire. Il n'était pas sur une bonne séquence. C'était son dernier combat sur son contrat aussi. Donc là, maintenant, il est libre comme l'air. Et Matt Brown avait mentionné à 40 ans, avant le combat, que c'était peut-être son dernier combat. Bon. Là, ce qui s'est passé, d'un, il y a un juge. Les 3 juges sont complètement dans le champ là, à propos du 30-27. Le premier round, je ne comprends pas que tu peux te donner ça à Carlos Condit. Il a passé tout le round sur son dos puis il a pas assez de soumission. Fait que ça, je comprends pas. Deuxième round, tu allé à Carlos Condit. Et troisième round, même si Brown a fini sur le dessus, il a fini sur le dessus, il restait 30 secondes à peu près. Fait que, le round allait du côté de Carlos Condit, à mon avis. Donc, le bon gagnant a été nommé. Brown pissed off un peu à propos du pointage. Je le comprends, 30-27, moi aussi, je serais fâché, mais lui, il dit que ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre le troisième round. Je suis pas d'accord. Reste à voir le futur maintenant. Et John Anik, maintenant, à la fin, il parlait à Carlos Condit, puis il dit peut-être un top 15 le prochain. Si on donne un top 15 à Carlos Condit, c'est parce que c'est Carlos Condit. C'est pas parce qu'il l'a mérité. On s'entend, là. Puis on sait qu'est-ce qui est arrivé avant ces 2 dernières victoires. Ça avait pas bien été face à des combattants classés. Là. Mais il a super bien paru dans ce combat-là. C'est sûr que c'est plus le Carlos Condit et le Matt Brown dans le temps. Je veux dire, c'est ça. Puis, tu vois, je pense qu'il est conscient aussi de ça parce qu'en entrevue, il n'a pas voulu lancer de défi à personne. Il dit, regarde, dis-moi, là, j'aime encore ce que je fais. Puis je vais me battre contre le gars qui est en avant de moi. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec son contrat. Mais inquiétez-vous pas, l'UFC va leur signer. Si on l'a gardé pendant 5 défaites de suite, après 2 victoires, on va leur signer. On l'aime bien, Carlos Condit, dans l'UFC. Ouais, ça serait un peu loufoque, là, même si on attend toujours ces fameuses coupures. Là, on avait dit qu'il y avait d'avoir 60 combattants qui allaient être coupés. C'est pas encore arrivé, ça va peut-être pas arriver. Une note peut-être sur le pointage. Là, puis je suis d'accord avec toi parce que moi aussi, je l'aurais donné à Brown. Mais il y a quand même une statistique où Brown n'a pas fait grand-chose sur le dessus. Et au niveau des coups qui ont été lancés, c'est Condit qui dominait au premier round avec les coups lancés de son dos. Oui, sauf que ça, Ben, ça explique peut-être ça, mais le contrôle de la position demeure quand même crucial. Là, ça aussi, les juges n'ont pas accès à ces statistiques-là. De nous, à l'extérieur, je ne veux pas dire que c'est facile, mais c'est plus logique quand on regarde les statistiques. Ben oui, tu vois ça. Mais les juges n'ont pas ça. Veut pas, les juges, ils ne comptent pas les coups un par un. Là. C'est Condit qui était en dessous. Il a peut-être lancé des coups de coude. Il a fait peut-être un dommage, mais il n'a pas été offensif avec son jiu-jitsu. Il n'a pas été offensif avec des soumissions. Brown a contrôlé le temps. Ceci étant dit, je pense que même si on lui avait donné le premier round, à mon avis, ça ne change rien. Là. Le gagnant était Carlos Condit. D'accord avec toi. Li Jingliang contre Santiago Ponzinibbio. Victoire, en fait, du Chinois qui commence à se faire un nom. Là. Belle victoire au premier round par KO. Ponzinibbio, un gars qu'on n'avait pas vu depuis 2 ans. Un gars qui était sur toute une séquence, qui était dans le top 10 avant, et qui s'approchait vraiment d'un combat de championnat avant d'avoir toutes ses blessures. Et là, grosse déception pour lui, KO au premier round. Il n'a jamais été dans ce combat-là. Ça fait mal pour lui. Jamais. Oh, ça fait mal. Ça, là, c'est l'exemple parfait de te montrer comment que le sport est ingrat, comment que le sport est difficile. Ce gars-là, il y a 2 ans, on le voyait déjà en combat de championnat du monde, être un aspirant sérieux au titre à 170 livres.
7 ou 8 victoires de suite. Puis il y avait des gros combattants qui étaient spectaculaires, un favori de la foule, qui était dynamique, qui était violent, qui frappait fort aussi. Arrive après 2 ans. Un combattant complet, là, parce que capable d'en finir avec ses mains, avec ses poings, puis capable d'en finir au sol aussi. Hein? Absolument. Puis on aimait Ponzinibbio, puis on l'aime encore, là, mais je veux dire, on aimait son style de combat. Après 2 ans, des grosses blessures, il s'est guéri, revient, jamais été capable de retrouver ses repères, n'était pas dans le combat du tout. Écoute, il n'a rien montré. Il n'a pas été capable d'embarquer sa gear, comme on dit, là, sa première vitesse. Ouais. Même la première vitesse n'était pas enclenchée pour lui. Puis gros KO qui subit, là. Écoute, pour Jing Yang, il a accepté le combat à la dernière minute aussi, là. Fait que pour lui, c'est une grosse victoire d'aller chercher ça face à un combattant qui était aussi sur une lancée aussi impressionnante. Dernier combat avant de passer au combat de cette semaine. Alessio Di Chirico contre Justin Buckley. Justin Buckley, c'est celui qui nous avait ébloui avec ce KO, là, avec ce coup de pied renversé. Il en avait fait un autre très beau avant de terminer l'année 2020. Donc, il était sur toute une séquence. Et là, c'est lui qui a été un peu la victime d'un superbe KO, coup de pied à la tête de Di Chirico. Cependant, le gagnant a refusé de parler aux journalistes. Là, avant de parler de ça, puis moi, je veux passer un commentaire là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé du KO, du combat? Et est-ce que, je pense qu'il est italien, là, est-ce que Di Chirico peut être en mesure de faire du millage là-dessus? Est-ce que c'est un gros nom à sa fiche là, pour passer à l'étape suivante dans sa carrière? Ben, c'est un gros nom parce qu'en 2020, Buckley a ressorti du lot avec des coups spectaculaires. Est-ce que Buckley est un futur champion du monde? Je pense pas. C'est un gars qui est super athlétique, qui n'est pas complet. Il ne fera pas des coups de pied renversés de même à toutes les années. On s'entend, là. C'est ça le danger lorsque tu fais un coup spectaculaire comme ça, comme Buckley, c'est que le monde s'attend toujours à ce que tu fasses quelque chose de spectaculaire. Fait que si tu fais moindrement un combat ordinaire, mais un bon combat, le monde va être déçu parce que tu n'as pas fait des pirouettes dans les airs. Fait que ça joue des deux côtés. Tu es un dieu pendant des mois, mais pardon, tu es un dieu pendant des mois, mais à un moment donné, le monde s'attend toujours à ce que tu fasses ça, mais tu sais, c'est unique ce que tu fais là. Di Chirico qui était sur 3 défaites de suite, il faut le rappeler, c'est un combat ultra important, puis il termine un combat de même. Pour lui, ça va lui donner un boost de confiance. On l'a vu beaucoup d'émotions après le combat, tout de suite après tomber en pleurs. Ça, c'est un point. Deuxième point, ça marche pas ce qu'il dit. Tu sais, parce que il dit à Elwani, pas à Elwani, mais pourquoi je suis dans la tête, mais John Anik. Il dit à John Anik, il lance la marde à John Anik comme si c'est lui qui décidait. De un, c'est pas lui. Il a été comme une attaque personnelle envers John Anik. Il dit je t'aime pas toi parce que tu fais pas des entrevues avec les perdants. C'est un sport, les deux combattants, puis pour le respect, les deux devraient passer en entrevue. Bon. De un, quand tu as perdu, ça ne te tente pas de faire une entrevue, je te confirme. De deux, tu ne vas pas aller faire une entrevue avec un gars qui vient de se faire passer le knockout. Ça se fait pas. Je veux dire, le gars, il n'est pas conscient de ce qu'il va dire. De deux, tu te plains que tu n'as pas été capable de parler quand tu as perdu. Là, il te donne le micro, tu as gagné, puis tu ne dis pas rien de plus. Tu t'en profites pas pour dire quelque chose de ce que tu aurais pu dire quand tu as perdu les 3 derniers combats si tu avais donné le micro. Fait que ça marche pas ce que tu dis, là, Di Chirico. Puis même en arrière, il a refusé à parler aux journalistes parce qu'il était fâché après tout le monde parce que quand tu perds, ben, tu passes pas en entrevue. Là, tu es là, OK, mais tu veux pas parler même quand tu gagnes. À un moment donné, fait que il va se mettre des journalistes à dos. Les journalistes, quand le prochain coup, il va gagner, ils vont le regarder. Ils vont pas lui poser des questions. Fait que, c'était pas bien intelligent ce qu'il a fait. C'est un sport où, en fait, c'est une business, là, puis il faut que tu te vendes, il faut que tu fasses ton autopromotion. Puis oui, l'UFC va faire la promotion de ses combattants dans une certaine mesure, mais tu dois aussi t'autopromouvoir. Il a complètement raté son coup cette fois-ci. Puis je pense pas qu'il nous écoute, là, mais je peux lui expliquer comment ça fonctionne, là, parce que j'en ai déjà couvert en tant que journaliste, là, des galas de l'UFC. Là. Il donne, oui, c'est vrai, l'UFC va te donner les gagnants de chaque combat. Mais toutes les fois que j'ai demandé un perdant pour faire une entrevue, on me l'a donné. T'es déjà venu faire des entrevues avec moi après avoir perdu. Olivier Aubin-Mercier est déjà venu faire des entrevues avec moi après avoir perdu. Ça ne te tentait pas à ce moment-là. Tu le savais que
Bon, c'était moi, c'était RDS, c'était la télé québécoise. On va faire un effort. Même chose, Olivier l'a fait après les défaites crève-cœur. Puis les relationnistes de l'UFC, eux, ont un job à faire, c'est de protéger. Ben oui, c'est de donner d'aider les journalistes à faire leur travail, mais c'est aussi de protéger les athlètes. Puis ils vont pas forcer un athlète à faire une entrevue. Je te confirme. Puis comme tu dis, 95% des athlètes qui viennent de perdre, ils veulent rien savoir de faire une entrevue. Di Chirico, peut-être que quand il perdait, lui, ça y tentait, là, mais il est vraiment dans la minorité. Puis à toutes les fois, si les journalistes le demandent, ben on va aller demander aux athlètes. Puis si les athlètes veulent le faire, on va les faire. Donc c'est ça. Il ne comprend pas comment la business fonctionne. Mais là, je te confirme là, que même quand il va gagner, il n'y a pas de journaliste qui va lui demander de faire une entrevue. Tu sais, il s'est mis journaliste à dos, là, veut pas. Puis tu l'as vu dans l'octogone. Quand il a dit ça, John Anik a fait OK, bye. Je veux dire, il n'a pas essayé de le retenir. Là, je veux dire, John Anik, il l'a regardé. Il dit OK, va-t'en, ça me tente plus de te parler. Là, puis avec raison. Là, je veux dire. Ben, tu sais, l'autre. Je veux dire, puis tu veux pas faire une entrevue avec quelqu'un qui veut pas parler. Là, ben, rendu là. Je veux dire. John Anik a très bien c'est juste parce que. C'est ça. C'est bottom line. Là, c'est les besoins de la production aussi. Là, les besoins de la production dans l'octogone, ils commenceront pas à faire deux. Des fois, ils en font même pas avec le gagnant. C'est ça. Parce que, une question de temps, il y a une question de. Quand le temps le permet, on va faire les deux. Quand c'est un super beau combat, on va essayer de prendre les deux. Si le perdant veut aussi dire quelques mots, ben non. Il était complètement. Il est à côté de sa traque, là, bref. Non, c'est ça. Bottom line, il a échappé bien raide. Parce que de un, c'est pas de la faute à John Anik. C'était lui qui a donné de la merde. De deux, il se plaint qu'il peut pas parler quand il perd. Puis là, il gagne, puis il dit pas plus grand-chose. D'un bout à l'autre, il s'est planté. Il s'est planté parce qu'on a plus parlé de ça quasiment que de son KO face à Buckley. C'est ça. Il était 0-3, puis c'est ça. Ça nous fait pratiquement oublier le fait qu'il a gagné. Il a fait une superbe performance quand même. Bon, Pat, tu l'as mentionné rapidement, puis on va passer. On veut parler beaucoup de l'UFC 257, là, mais il faut quand même mentionner qu'il y a un gala mercredi soir également. Exclusivité Fight Pass, donc pas diffusé sur les ondes de RDS. Ceux que ça intéresse. Neil Magny contre Michael Chiesa. Magny est classé numéro 9, Chiesa est classé numéro 8. Et ces deux gars qui sont sur des belles séquences là, quand même. Là, 3 victoires de suite pour Magny et 3 victoires de suite également pour Chiesa. 2 gars qui sont, comme je le disais, vraiment collés dans les classements. À quel genre de duel tu t'attends pour cette carte de milieu de semaine? Ben, je pense pas que Chiesa a les qualités athlétiques pour rivaliser au niveau du combat debout. Même si Magny, c'est pas un gros power, mais il travaille bien avec sa portée, il travaille bien avec sa détente. Très bon pour contrôler la distance. Magny a un jeu complet qui est très sous-estimé. On prend comme pas au sérieux Neil Magny. On dit qu'il est correct, là, il est correct, mais toutes les fois, on dit que sa lutte est mauvaise, il réussit à amener les combattants au sol. Des fois, son sol est mauvais, il prend le ground and pound, il est sur le dessus, puis ça marche pas bien. Sauf que là, je dois donner l'avantage au sol à Michael Chiesa, qui est un combattant qui est agressif avec son jiu-jitsu brésilien. À mon avis, peut-être encore il va nous surprendre, mais je pense que Magny devrait garder le combat debout et tenter de boxer Chiesa, que son combat debout est assez ordinaire, on va se dire, là, si on compare avec son jeu au sol. Ça va être intéressant de voir la stratégie des deux combattants dans ce combat-là. Oui, ben c'est ça. Puis je suis d'accord avec toi. Puis Magny, tu parles qu'il est un peu sous-estimé, il passe un peu sous le radar. C'est vrai qu'il a l'air un peu nonchalant, là, mais il y a eu un problème avec USADA qui s'est finalement réglé, mais on l'a pas vu pendant pratiquement 18 mois. Là. Puis là, il est revenu début 2020. Il s'est quand même battu 3 fois en 2020. Victoire contre Li Jingliang. Le seul qui a battu à date le Chinois à l'UFC, c'est Neil Magny. Anthony Rocco Martin, qui était sur une super belle séquence. Puis Robbie Lawler aussi. Donc, il a quand même 3 très, très bons combattant à sa fiche là, en 2020. Donc, Neil Magny, effectivement, à surveiller, va vouloir poursuivre sur sa lancée. UFC 257, Pat. Parlons-en. Comme l'an dernier, Conor McGregor qui va donner le coup d'envoi à l'année, à la télé, à la carte. L'an dernier, c'était contre Cowboy Cerrone. Premier gala de l'année. Grosse victoire en 40 secondes. Il a détruit Cowboy. Contre Dustin Poirier cette année, ça risque, en tout cas, selon moi, ça risque d'être pas mal plus difficile.
Pas d'après lui. McGregor est classé. Comment? Pas d'après lui. Non, pas d'après lui. Il a dit qu'il allait en finir en 60 secondes. La dernière fois, il l'avait battu en 1 minute 20. Donc, il veut essayer de battre. La dernière fois, ça date d'il y a presque 7 ans. Là. Bref, tout ça pour dire que McGregor est classé numéro 4 à 155 livres. Poirier est classé numéro 2. Beaucoup de choses à parler en prévision de ce gros combat-là. À quel genre de combat tu t'attends, Pat? Premièrement, je veux parler de Nurmagomedov parce que ça peut avoir des incidences sur les performances des 4 combattants qui vont se battre en fin de semaine chez les poids légers. Nurmagomedov était supposé avoir une grosse annonce. Je sais pas si Nurmagomedov était supposé avoir une grosse annonce. L'UFC a fait bien du tapage avec ça, mais c'est la machine de promotion de l'UFC, encore une fois, qui en est du monde à regarder le gala. Ça n'a pas été une très grosse annonce, à part que Nurmagomedov a laissé maintenant la porte ouverte un peu. Dire que peut-être que je vais aller revenir, mais je vais voir ce que les gars vont faire en fin de semaine. Les 4 gars à 155 livres. Et si quelqu'un fait quelque chose d'excitant ou qui me donne le thrill de revenir, ben je vais peut-être considérer à revenir. Fait que dans le fond, c'est pas une nouvelle. C'est juste qu'il met la pression sur ces 4 combattants pour faire une bonne performance, pour mériter un combat de champion du monde s'il reste champion du monde. Donc oui, cette annonce-là très décevante parce qu'il y a pas du monde qui pensait d'autres choses. Mais il reste que, tu sais, pour les 4 combattants qui vont se battre en finale et en demi-finale, ils l'ont dans la tête quand même. Tu sais, je veux dire, ils veulent y aller face à Nurmagomedov. Les 2 gars en demi-finale ne se sont pas battus contre Nurmagomedov encore. Évidemment, Chandler, c'est son premier combat, on va en reparler. Mais pour le combat final, McGregor est encore arrivé en pleine confiance. Les 2 combattants sont de l'air en top shape. On a mis des photos un à côté de l'autre de leur premier combat à l'UFC 178 jusqu'à aujourd'hui. Les gars sont plus solides. Hein? On le voit musculairement, le gabarit est très, très solide. Je pense que le premier combat, et je pense pas, j'en suis sûr, Poirier n'avait pas assez de maturité pour se battre contre un gars qui était capable de te rentrer dans la tête de la sorte. Il s'est fait déranger énormément par les paroles, par le trash talk de McGregor, et tout ce qu'il voulait, c'était d'y donner une volée, sans pensée stratégique, sans penser plan de match. Et il s'est fait pincer. Là, je pense, avec l'expérience qu'il a pris dans les dernières années, puis on regarde les combats qu'il a gagnés, là, c'est assez impressionnant, là, la liste de victimes qu'il a eu pour se rendre en combat de championnat du monde. C'est vraiment, vraiment très impressionnant. Il a pris beaucoup de maturité. Je pense qu'il va approcher ce combat-là avec beaucoup plus sage et ne pas se laisser déranger par ce que McGregor a dit qu'il allait passer en 60 secondes. Ça, je pense que ça ne dérangerait plus, ça. Je ne pense pas que ça va l'atteindre comme ça aurait pu l'atteindre là, une couple d'années à l'UFC 178. C'est que ça, le plan de match, les clés de la victoire dans ce combat-là, c'est juste mental. C'est pas physique. C'est vraiment juste mental comment que la game mentale va jouer dans ce combat-là. Est-ce que McGregor va être encore capable de déranger Poirier ou Poirier va être capable de faire glisser ça comme sur le dos d'un canard et d'y aller avec sa stratégie à lui? Il y en a eu beaucoup moins de trash talk entre ces deux-là. Oui, il y a eu je crois en finir en 60 secondes. Il a dit Poirier n'est pas de mon calibre et tout ça, mais même McGregor est moins incisif qu'il l'était en 2014, alors qu'il arrivait avec ses gros sabots, il arrivait avec. Il voulait, comme il dit dans son jargon, là, not here to take part, here to take over. Là, lui, tout était plus grand que nature à cette époque-là. Je trouve que cette fois-ci, bon, peut-être que vu qu'on est à distance, tout ça, on n'a pas été face à face encore, peut-être que ça explique un peu pourquoi McGregor est un peu plus, je trouve, posé, tout ça. Puis même dans les mois précédents, quand on négociait, puis quand on voulait même faire un combat de charité là, entre les deux, là, puis McGregor disait je te respecte beaucoup pour ce que tu fais, Dustin, parce qu'on sait que lui, il donne beaucoup, beaucoup d'argent à des œuvres de charité. Il a une fondation dans son coin de pays en Louisiane et tout. Donc, je suis d'accord avec toi que la game mentale est complètement différente. Puis je suis d'accord aussi avec toi que Poirier en a vu d'autres. Là. Mais je me demande encore à quel point Poirier a la boxe nécessaire pour. C'est vraiment, vraiment un bon boxeur, là, Dustin Poirier, là, mais McGregor, il est une coche en haut. Puis son style aussi, avec ses longs bras, McGregor imposer sa distance et tout ça, puis être capable, même à distance, de générer de la puissance. Tout ça, j'ai vraiment hâte de voir comment Poirier va être capable de gérer ça. C'est un gars qui est ultra précis, McGregor. C'est un gars qui travaille en combinaison. Il a un timing
de feu incroyable. C'est sûr qu'il n'a pas été très actif, mais ça ne change rien. Tu sais, McGregor, puis pour vrai, là, puis peut-être que le monde va capoter ce que je vais dire là, mais c'est probablement le combattant le plus sous-estimé présentement dans les tops par tout le monde. Parce qu'on se laisse déranger par ce qu'il fait à l'extérieur d'Octogone, son allure, son arrogance. Mais quand on regarde là, précisément l'athlète et ses qualités de combattant, il est une coche au-dessus. Là. Il est vraiment, vraiment très, très bon. Surtout au niveau du combat debout, comment il se bat, comment il est toujours léger sur ses jambes. Il fait du in and out, il se fait rarement toucher, il touche et il est capable de prendre le timing de son adversaire. Il est vraiment, vraiment très, très bon. De l'autre côté, Poirier, je pense que c'est lui qui est le plus proche de battre Nurmagomedov avec une guillotine. Moi, je l'ai réécouté, ce combat-là. J'ai réécouté la séquence de la guillotine. Et je peux te le dire, là, je l'ai réécouté puis réécouté là, pour être sûr et certain que je ne dis pas de niaiserie. Nurmagomedov était dans le trouble. Là. La guillotine était deep. Là. La guillotine était vraiment bien faite. C'est une des spécialités de Poirier. Il s'en est sorti avec une autre belle technique pour se défendre. Là. Il commençait à être temps que la tête sorte de là. Peut-être qu'il a bâti autour de ça. Il reste qu'il s'est fait dominer, comme il s'est fait dominer par McGregor. Les deux se sont fait dominer par Nurmagomedov. Moi, je pense que peut-être une bonne stratégie de Poirier, ce serait peut-être de vouloir travailler avec le jeu au sol. Mais est-ce qu'il y a la lutte nécessaire pour amener McGregor au sol? Parce que McGregor, il n'est pas mauvais en lutte. Là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, là, mais la première tentative d'amener au sol de Nurmagomedov, McGregor a fait une défensive incroyable. Une défensive parfaite, là, aller chercher dans le crotch au bord, puis tourner. Il avait resté debout. Il avait démontré une belle flexibilité. C'est pas facile d'amener Conor au sol. Là. Moi, j'aime beaucoup Dustin Poirier. Puis, ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça dépend comment McGregor va rentrer dans ce combat-là. Puis, s'il y avait eu personne dans les estrades, puis ça avait été une ambiance très froide, j'aurais plus favorisé Poirier que McGregor. Mais là, il va y avoir de la foule. Là, il va y avoir, même s'il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas besoin de beaucoup de monde pour se craquer McGregor. Là. Je pense que ça va jouer en sa faveur. Ah, j'ai vraiment hâte de voir parce que je l'adore aussi, Poirier. Lui, il a été dans des guerres. Ses combats sont toujours ultra spectaculaires. Ses guerres contre Eddie Alvarez, complètement fou. Les coups de pied aux jambes qui s'est fait donner par Alvarez dans ces combats-là. Dan Hooker, c'était fou. Il a battu Max Holloway. On a parlé pendant 20 minutes au début de l'émission de Max Holloway, à quel point il était incroyable. Dustin Poirier l'a battu il n'y a pas si longtemps, Max Holloway. Max avait monté de catégorie, mais quand même, c'est ça, c'est tellement intriguant, mais j'ai l'impression que c'est ça, c'est que ce combat-là n'a pas le choix de rester debout. Et debout, tu n'as pas le choix de donner l'avantage à McGregor. Mais puis clairement, on sent que l'UFC souhaite une victoire de McGregor. L'UFC veut toujours que McGregor gagne. Donc encore plus cette fois-là, parce que ce serait la seule option probablement pour ramener Khabib. Parce un deuxième combat entre Poirier et Khabib, ça n'a pas la même saveur. Parce que tu n'as pas toute l'historique des deux. Le doggy dans l'autobus, le rack dans l'autobus, le fait que ces deux gars-là, ça y est, ce que ça avait fait, la mêlée à l'UFC 229. Au niveau de la promotion, tu n'as pas pantoute la même chose. Puis même affaire, puis là, on va en parler, Dan Hooker contre Michael Chandler. Ces gars-là sont pas connus, c'est pas des méga vedettes. Est-ce que tu ramènes Khabib Nurmagomedov contre un de ces deux gars-là? On va voir ce qui va se passer en fin de semaine. Mais clairement, le plan de l'UFC, c'est une victoire de Conor pour essayer de faire la revanche contre Khabib. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Ouais. Habib ne veut rien savoir de Conor. Il l'a déjà dit à plusieurs reprises. Money talk, à un moment donné. Oui, money talk, mais en même temps, je veux dire, Habib n'a pas bien besoin d'argent. Il est backé par Poutine, il est backé par. Il est correct. Ouais. Là. Mais bon, il reste à voir ce qui va se passer. Est-ce que Nurmagomedov, ça il tente de retourner dans le cirque de McGregor aussi? Ça l'avait dérangé. Là, il parle de sa famille, il parle de son père. C'est sûr que ça ne tente pas. D'accord. Fait que, non, c'est intéressant. Puis, il y a toujours, il y a Dan Hooker face à Chandler qui va arriver. Puis Michael Chandler, c'est sûr que ceux qui suivent
juste l'UFC ne le connaissent pas, mais c'est un dangereux. Là. C'est une machine. Moi, c'est un de mes combattants préférés. Il est dans le top 5, toute organisation confondue là, dans le monde. J'ai hâte de voir comment il va gérer le physique de Hooker. C'est compliqué dans 155 de se battre contre un gars qui est grand comme ça puis qui a un style un petit peu tout croche, mais c'est pas tout croche, c'est son style à Dan Hooker. Fait que j'ai hâte de voir. Chandler, c'est un gars qui est explosif, c'est un bon lutteur aussi, une bonne force de frappe. J'ai hâte de voir s'il va être capable de performer dans l'UFC, pas que ces 3 lettres-là l'étouffent son talent parce qu'il y a eu il y a eu beaucoup de succès ailleurs que dans l'UFC. Il a été 3 fois champion à Bellator dans sa carrière là-bas. Il était une des grosses vedettes de l'organisation avec Bellator depuis 2010. Il y a eu des guerres, lui, contre Eddie Alvarez pour des combats de championnat. Brent Primus, Patricio Ferreira, Pitbull, un autre excellent combattant. Benson Anderson aussi. Donc, tu sais, il s'est battu vraiment contre des gars. C'était pas à l'UFC, mais il s'est battu contre des gars d'élite, des gars parmi les meilleurs au monde. Et puis finalement, on peut voir qu'est-ce qu'il va être capable de faire. Puis je pense que Hooker, c'est un bon premier combat pour lui à l'UFC. Si tu le mets, si on l'avait mis déjà en partant contre Gaethje, déjà en partant contre Habib ou déjà en partant contre Conor, c'est une autre game. Dan Hooker est excellent. Il est peut-être plus à sa portée. Ça va être intéressant. Ça va vraiment être... Moi, j'aurais aimé voir Chandler Gaethje. Déjà là, ça aurait été toute l'année. Là. Mais c'est ça, Gaethje, il ne faut pas l'oublier aussi dans l'équation non plus. Là. Oui, il vient de se faire battre par Nurmagomedov, mais il est encore dans le mix. Il est là. Fait que je sais pas. Je pense que c'est plus une question de garder le monde en parler encore que Nurmagomedov est parti que la réalité qui va vraiment revenir. Moi, même si Conor ne va pas faire un fly and bar, puis je veux dire, jusqu'à quel point il peut faire des affaires spectaculaires que Nurmagomedov n'a pas vues dans le passé. Je veux dire, il ne va pas apprendre à voler. Là. Je veux dire, il va pas. Il y a des limites. Là. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va impressionner Nurmagomedov ou les autres combattants aussi? Dire OK, là, ça c'est spécial, je m'en attendais pas. Mais non. Il connaît tout, il les a presque tous déjà battus. Fait que, pour moi, je trouve ça. J'y crois pas vraiment. Est-ce que si Poirier passe le KO à Conor McGregor, si Poirier réussit à passer le KO à McGregor, ça lui fait une méchante belle carte de visite, ça, pour un autre combat de championnat. Puis se faire un nom, c'est déjà une bonne vedette, là, mais au niveau des mainstream, qu'on les appelle, les gens qui regardent pas ça toutes les semaines, qui connaissent Conor McGregor, mais qui connaissent peut-être un peu moins Poirier. Le gars qui a passé le KO à McGregor, c'est jamais arrivé, ça lui ferait... Ça pourrait être un argument de poids. Là. Mais tu sais quoi, Ben? Conor, mettons, Conor se fait passer le KO par Poirier, là, ben, tu vas attirer encore bien plus de monde, puis le combat va générer bien plus d'argent, même si tu fais le combat contre McGregor qui vient de se faire knocker par Poirier, que par Poirier contre McGregor, contre Nurmagomedov. C'est pas... Je l'adore, Poirier, là, mais c'est pas vendeur, c'est pas attrayant. C'est même s'il knock McGregor, c'est comme... il l'a déjà battu, puis c'est pas un gros trash talker, c'est un gars du peuple, c'est un good guy. C'est plate, mais ça vend pas les good guys. C'est plate, mais le sport est rendu là. Fait que écoute, on va voir comment que les gars ont pris ce message-là de Magomedov, comment ils vont performer, vont-ils vouloir en donner un peu plus? Je ne sais pas, mais jusqu'à quel point ils peuvent faire de quoi spécial qui va impressionner Magomedov. Ça, j'ai bien des gros doutes. Ouais, je suis d'accord avec toi que cet aspect-là est. Moi aussi, m'a laissé pas mal sur mon appétit, puis je suis d'accord avec toi que je vois pas comme. Si Habib veut revenir, il va revenir. Je sais pas à quel point le gars-là, dans la fin de semaine, va vraiment peser dans la balance. Il veut revenir, il va appeler le boss, il va dire je serais prêt à revenir, qui tu m'offres? OK, parfait. Effectivement, je suis d'accord avec toi, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que chaque fois que Conor McGregor se bat, ça fait jaser. Les gens vont être à l'écoute en fin de semaine. Les gens vont être à l'écoute à RDS pour la carte préliminaire. Ça devrait acheter en masse la carte, le gala à la télé à la carte en fin de semaine parce que c'est pas battu. Il devait se battre 4 fois l'année passée. Bon, évidemment, il y a eu une pandémie et tout ça, mais finalement, il s'est battu juste une fois, Conor. Il semble dire qu'il veut rattraper un peu le temps perdu, semble motivé à faire
à faire carrière à 155 livres, là, plus de 155, 170. Veut aller récupérer une ceinture et veut le faire à 155 livres dans la meilleure division. C'est ce qu'on comprend de ce qu'il dit en entrevue. Donc, il a l'air d'un Conor focusé, concentré, avec un objectif. Et s'il est capable d'être actif en 2021, ça va être une année. Tout le monde va en sortir gagnant là, aussi. Il ne faut pas oublier aussi, il y a Charles Oliveira qui part là-dedans aussi. Là. La division de 55 livres est quand même assez profonde, quand même assez deep. Là. Il y a des match-ups à faire incroyables là-dedans. En plus, si là, tu as Nate Diaz qui revient, c'est peut-être plus le même combattant qu'il était, mais ça reste Nate Diaz, c'est un vendeur. Là, la 155 livres, là, c'est une division qui est incroyable présentement. Ah ouais, c'est complètement fou, t'as raison. Puis parlant de 155 livres, juste un mot sur. On a parlé juste des 2 combats finaux, là, mais très belle carte cette fin de semaine. Nasrat Akparas, combattant allemand, qui se bat au Tristar, par exemple, qui est installé à Montréal, contre Arman Tsarukyan. Ça, c'est celui qui avait battu Olivier Aubin-Mercier à son dernier combat à l'UFC. Donc, ça, c'est un combat que moi, je vais regarder avec attention. 2 bons espoirs à 155 livres. Tsarukyan, on lui promet vraiment un bel avenir. Akparas a eu un petit peu de recul l'année dernière, est revenu sur le chemin de la victoire, mais aussi un très, très bon combattant. Oui, ça, c'est un match-up de prospects. Les deux ont énormément de talent. Tsarukyan qui est très jeune, hein? Très jeune et vraiment solide. Fait que, c'est sûr que ça, là, c'est les vedettes de demain. Je sais pas, je dis pas le champion du monde, mais c'est des combattants qui vont être là pendant longtemps, qui ont déjà le calibre en bas de 25 ans, je pense. Tsarukyan, si je ne me trompe pas, il n'y a pas 25 ans, là, mais c'est assez spectaculaire d'avoir ces gars-là déjà là avec le calibre qui sont rendus. Donc là, ça, c'est les stars de demain. Ça. C'est les top 10, puis ils sont dans la catégorie où il y a le plus de profondeur, où il y a le plus de talent en plus. Donc, un combat qu'on va suivre. On va conclure l'émission, Pat, avec les nouvelles, comme on fait d'habitude, mais en fait, une nouvelle qui retient notre attention ici et qui est sortie tout juste avant qu'on commence à enregistrer le podcast. Là, c'est Marc-André Barriault qui sera de retour dans l'Octogone au mois de mars. Ce sera à l'UFC 260, donc je le disais, c'est le 27 mars. UFC 260, si je ne m'abuse, c'est un gala où il y a 3 ceintures en jeu, là, quand même. Là, mais Barriault sera de la partie contre Abu Azaitar, un gars qui va en être à son 2e combat à l'UFC. Et pas un client facile qui est sur une séquence de 10 victoires consécutives. 14 victoires, 1 défaite, la moitié de ses victoires obtenues par KO. C'est un cogneur, c'est un combattant qui est dur. On ne l'a pas vu depuis 2018, là, donc ça fait un petit bout qu'il ne s'est pas battu. Ça va être intéressant. C'est là-dessus que Marc-André doit miser. Je pense qu'il doit mettre la pression énormément en début de combat pour le sortir de sa zone de confort et ne pas avoir le temps de retrouver ses repères. Aussi, Marc-André doit prendre ce combat-là comme sa dernière chance. Marc-André qui est 0 victoire, 3 défaites et une nulle technique. Là, sa dernière victoire a été changée en nulle technique parce qu'il a testé positif à des substances interdites. On n'a pas été capable de trouver la substance. On n'a pas été capable de trouver le supplément qui était contaminé à leur dire, malgré de l'argent dépensé pour des tests, des dépistages scientifiques. On n'a pas été capable. Donc, à place de dépenser de l'argent encore, on a accepté la suspension réduite qui était rétroactive à son combat. Et là, elle peut revenir à la compétition en mars prochain. Son premier combat sur son nouveau contrat, mais ça ne veut absolument rien dire. Même s'il a signé à 4 combats, il peut se faire mettre dehors après le premier. Et ça, j'ai beaucoup de questions là-dessus quand je parle de ça, parce que là, on dit, mais ça sert à quoi les contrats d'abord? Bien, aux combattants, ça ne sert à pas grand-chose. Quand tu es un combattant ordinaire, là, entre guillemets, quand tu n'es pas une super vedette, tu as tes bourses qui sont déjà sur ton contrat. Tu as tes bourses qui sont déjà établies, donc tu sais, tu n'as pas de surprise. Tu sais qu'à ton 2e combat, si tu as gagné le premier, tu vas faire tant. Si tu as perdu ton premier combat, ton 2e combat, tu vas faire tant. Donc, tout est déjà écrit sur papier. Je dirais que les contrats à l'UFC, c'est beaucoup plus pour protéger l'organisation que de protéger les combattants. C'est comme ça. Mais là, le monde, ils vont dire, ils vont être outrés de ça. En même temps, là, je veux dire, il n'y a personne qui te force à signer le contrat non plus. Je veux dire, à un moment donné, si tu signes, tu es conscient de ce que tu signes, tu es supposé en tout cas. Fait que c'est ça. Mais pour revenir à Barriault, c'est ultra, ultra important qu'il sorte de là avec une victoire. C'est ultra important qu'il sorte de là avec
je pense même pas, il n'y a pas besoin d'y aller pour un spectacle. Il a besoin d'une victoire. Ça, c'est ça qu'il a besoin pour garder sa place à l'UFC. Honnêtement, là, il perd, c'est sûr qu'il est dehors. J'ai pas de in, j'ai personne qui me l'a dit. Mais tu sais, c'est pas mal ça qui va arriver. On s'entend, là. Tu suis ça depuis assez longtemps pour le voir venir. Déjà, il est chanceux d'avoir une chance de revenir et de prouver qu'il a d'affaires à l'UFC. Je pense qu'il a d'affaires à l'UFC, il a le talent pour être là. Maintenant, il se doit de performer maintenant. C'est ce qu'il a. Et tu sais, ces 3 défaites, il n'a pas mal performé. Mais tu sais, des fois, c'est juste un petit détail qui va faire la différence. Il reste que sur papier, il y a quand même 3 défaites et aucune victoire. Fait que c'est ça qui va venir peser dans la balance. Mais là, il n'y a pas le choix. Là, c'est do or die pour lui. J'ai vraiment hâte de voir s'il va être en mesure. On parlait de la game mentale tantôt là, avec Poirier et McGregor. Lui, ça va être carrément une game mentale aussi. Là. Comment il va approcher ce combat-là après toutes les difficultés qu'il a connues. Passer d'une joie extrême d'avoir réussi d'avoir son premier KO, sa première victoire, son premier KO à l'UFC, à complètement dévasté. Beaucoup de trucs dans sa vie personnelle qui ont changé aussi. Cette bataille-là juridique. L'incertitude, est-ce que je vais revenir à l'UFC ou pas? Non, ça sera vraiment pas facile pour Marc-André. Puis ça va lui prendre une grosse force mentale pour approcher ce combat-là, avoir l'esprit à bonne place, la tête à bonne place. Tu l'as dit, il a le talent, il doit faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire brasser ses adversaires. Tu vois, à son dernier combat, il était retourné à Gatineau, où ce que tout avait commencé. Puis on dirait qu'il retourné chez eux, retourné à la base, retourné dans ses souliers, ça lui a fait du bien. Parce qu'il est arrivé là, puis il a performé. Là, vraiment, on l'a vu, un Marc-André qui n'était pas gêné, qui est allé, qui a laissé aller ses mains. Donc après ça, on sait ce qui est arrivé, mais il reste ça a été une de ses meilleures performances. Ça a été sa meilleure performance à l'UFC. Là, il est resté à Gatineau. C'est sûr à quel point il a été capable de s'entraîner adéquatement avec les mesures. On ne va pas se compter de mentir. Les combattants continuent à s'entraîner. Je veux dire, on n'est pas niaiseux. Là, je veux dire, on va le dire les vraies affaires. Là. Puis je comprends, je ferais la même affaire si j'étais encore dans ce sport-là. À un moment donné, tu trouves des moyens de t'entraîner. On gagne-pain. Mais jusqu'à quel point il a réussi à avoir des partenaires d'entraînement différents, jusqu'à quel point ça l'a affecté sa préparation. Parce que c'est sûr que c'est pas parfait, mais c'est sûr qu'il a trouvé une façon de s'entraîner pareil. Mais on lui souhaite, écoute, moi, je souhaite le meilleur possible. On veut garder nos Québécois dans l'UFC et je pense qu'il y a le talent pour rester là et de battre ce gars-là. Sa suspension va prendre fin. Et c'est bon, on ne le fait pas trop pour arrêter. Là. Sa suspension prend fin au mois de mars. Il revient tout de suite fin mars. Donc 27 mars contre Abu Azaitar, l'UFC 260. On aura l'occasion d'en reparler et on espère parler à Marc-André aussi au cours des prochains jours, prochaines semaines, en vue de son retour à l'UFC. Ça fait le tour, mon Pat. Merci énormément pour cette heure passée à ma compagnie. On espère à la maison que vous avez apprécié. Dans la cage, on est facile à trouver. Omni.fm, rds.ca, balado, diffusion. L'application RDS aussi, iHeartRadio, bref, n'importe où. Dans la cage, on est facile à trouver. Bon UFC 257, mon ami. On va vous regarder pour la carte préliminaire sur les ondes de RDS2. Georges va être là, c'est vrai. Georges va être là. C'est un gala à la télé à la carte. Très hâte de voir ses commentaires par rapport à toute cette situation-là. Aussi, Nurmagomedov, ça le concerne un petit peu quand même. Là. Donc, hâte de regarder ça ce samedi sur les ondes de RDS2. On se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la cage. Salut Pat. Salut tout le monde.